Dans le salon feutré de son appartement londonien, Hercule Poirot ajuste méticuleusement sa moustache, son regard perçant fixé sur une enveloppe dorée. La lumière tamisée des lampes en cristal éclaire le papier luxueux, orné d'une écriture élégante. « Monsieur Poirot, votre présence est requise à Monte-Carlo pour une affaire de la plus haute importance », lit-il à voix haute, sa voix précise et mesurée. L'expéditeur, un certain comte de Vallerand, demeure inconnu, mais l'urgence du ton intrigue le détective. Il tapote l'enveloppe contre son menton, ses petites cellules grises déjà en ébullition. Pourquoi Monte-Carlo? Pourquoi lui? Poirot, homme de méthode, décide d'accepter, non sans une pointe de méfiance. Il appelle Hastings, son fidèle compagnon, pour organiser le voyage. « Mon ami, nous partons pour le soleil et les secrets », déclare-t-il avec un sourire énigmatique. Le train de nuit pour la Côte d'Azur les attend. Le lendemain, dans le wagon luxueux de l'Orient Express, Poirot observe les autres passagers avec une curiosité discrète. Les velours rouges et les boiseries vernies du train contrastent avec l'atmosphère tendue qu'il perçoit. Une femme élégante, voilée de noir, lit un roman mais ses doigts crispés trahissent une nervosité. À côté, un homme corpulent, vêtu d'un costume coûteux, joue nerveusement avec une montre en or. Poirot note chaque détail, chaque geste, comme un peintre esquissant une toile. Hastings, moins subtil, s'émerveille du paysage défilant par la fenêtre. « N'est-ce pas magnifique, Poirot ?» s'exclame-t-il. Poirot hoche la tête, mais son esprit est ailleurs. Une intuition encore vague lui murmure qu'un drame se prépare. Il ajuste son nœud papillon et murmure « L'ordre et la méthode, Hastings, nous mèneront à la vérité. » À leur arrivée à Monte-Carlo, l'air marin et le scintillement des casinos accueillent les deux hommes. Le comte de Vallerand les attend dans le hall somptueux de l'Hôtel de Paris, un établissement où l'opulence frôle l'excès. Le comte, un homme mince aux cheveux argentés, s'incline avec une courtoisie exagérée. « Monsieur Poirot, votre réputation vous précède », dit-il d'une voix suave. Il explique qu'un joueur, connu sous le nom de l'Inconnu, a bouleversé les cercles de jeu en misant des sommes astronomiques, mais son identité reste un mystère. Poirot écoute, ses yeux plissés, analysant chaque mot. Pourquoi tant de secrets? Le comte propose une visite au casino ce soir-là. Vous comprendrez, monsieur Poirot, que cette affaire dépasse le simple jeu, ajoute-t-il. Poirot acquiesce, mais une alarme résonne dans son esprit. Le casino, un palais de lumières et de murmures, vibre d'une énergie électrique. Les lustres scintillent, les rires fusent, et l'odeur du tabac flotte dans l'air. Poirot, impeccable dans son smoking, observe les tables de roulette et de baccarat. L'inconnu, décrit comme un homme masqué, attire tous les regards. Il mise sans hésiter, gagnant ou perdant des fortunes avec une indifférence glaciale. Poirot note son maintien, ses gestes calculés. « Cet homme ne joue pas pour l'argent, Hastings », murmure-t-il. Une femme, la même aperçue dans le train, s'approche de la table, son regard fixé sur l'inconnu. Poirot fronce les sourcils. Une connexion? Une menace? Il décide de l'observer de près. La soirée s'achève sur une note troublante, un cri résonne dans le salon privé. Le lendemain matin, Poirot prend son petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel, analysant les événements. Le cri, explique le personnel, provenait d'une dispute entre joueurs. Mais Poirot n'est pas convaincu. Il demande à Hastings de se renseigner sur la femme voilée, tandis qu'il rencontre le directeur du casino, M. Dubois. Ce dernier, nerveux, admet que l'inconnu cause des remous. Il défie les règles, M. Poirot, et certains le craignent, confie-t-il. Poirot hoche la tête, son esprit cartographiant les indices. Une lettre anonyme glissée sous sa porte l'avertit. « Cessez vos investigations ou vous le regretterez. » Loin de l'intimider, cette menace aiguise sa détermination. « Le danger, Hastings, est le parfum de la vérité », dit-il avec un sourire. Dans l'après-midi, Poirot explore les jardins de l'hôtel, où les palmiers et les fontaines créent une oasis de calme. Il rencontre la femme voilée qui se présente comme Madame Claire Duval. Elle prétend être une simple touriste, mais ses yeux trahissent un secret. Poirot, avec sa courtoisie habituelle, la questionne subtilement. « Madame, permettez-moi d'observer que Monte-Carlo attire ceux qui fuient ou cherchent quelque chose, dit-il. » Elle pâlit mais ne répond pas.
Hastings revient avec une information. Madame Duval est liée à un scandale parisien. Poirot sourit. Les pièces du puzzle se rassemblent, mon ami. Il décide de suivre l'inconnu ce soir-là, convaincu que la clé réside dans ses actions. Le soir, au casino, l'atmosphère est plus tendue. L'inconnu joue à la table de poker, son masque noir luisant sous les lumières. Poirot, dissimulé dans l'ombre, observe une transaction discrète. Un homme glisse une enveloppe à l'inconnu. Un complot? Une extorsion? Poirot demande à Hastings de suivre l'homme, tandis qu'il s'approche de la table. L'inconnu, sentant son regard, se retourne. Leurs yeux se croisent, et Poirot ressent un frisson. Cet homme joue avec des vies, pas des cartes, murmure-t-il. Un autre cri retentit, et la foule s'agite. Un joueur s'effondre, empoisonné. Le chaos éclate, mais Poirot reste calme, son esprit analysant chaque détail. Le lendemain, la police locale interroge les témoins, mais Poirot mène sa propre enquête. Il examine le corps dans la morgue, notant la précision du poison. Un acte délibéré, Hastings, et non un accident, déclare-t-il. Il interroge Madame Duval, qui nie toute implication, mais ses mains tremblent. Poirot, avec sa politesse légendaire, la pousse dans ses retranchements. Madame, la vérité était comme une étoile. Elle brille, même dans l'obscurité. Elle s'effondre, avouant connaître l'inconnu, mais refuse d'en dire plus. Poirot, patient, sait qu'il la brisera avec le temps. Il retourne au casino, déterminé à démasquer le joueur mystérieux. La nuit tombe sur Monte-Carlo, et Poirot prépare son piège. Il demande au comte de Vallerand d'organiser une partie privée, où l'inconnu sera convié. « Monsieur le comte, il est temps de révéler les cartes », dit-il avec assurance. Le comte, hésitant, accepte. Poirot sait que cette soirée sera décisive. Dans sa chambre, il aligne ses notes, ses pensées ordonnées comme une symphonie. L'ordre et la méthode Hastings triompheront toujours, déclare-t-il. Alors que les étoiles scintillent au-dessus de la Méditerranée, Poirot se prépare à affronter l'inconnu, certain que la vérité éclatera bientôt. La salle de jeu privée, ornée de tapisseries dorées et de miroirs, brille sous les lustres. Poirot, en smoking impeccable, entre avec une assurance tranquille. Les joueurs, triés sur le volet, s'installent autour de la table de baccarat. L'inconnu, toujours masqué, domine la scène par son silence. Poirot observe ses gestes, cherchant un indice dans sa posture. « Monsieur, permettez-moi de saluer votre audace », dit-il, s'adressant à l'inconnu avec une politesse feinte. Ce dernier incline la tête, mais ne répond pas. Hastings, nerveux, chuchote. « Poirot, cet homme me donne la chair de poule. » Poirot sourit, son esprit analysant chaque détail. La partie commence et les enjeux montent rapidement. Madame Duval, présente à la table, évite le regard de Poirot. Ses doigts serrent un mouchoir brodé, et ses lèvres tremblent légèrement. Poirot note sa tension, convaincu qu'elle cache un lien crucial avec l'inconnu. Le comte de Vallerand, en maître de cérémonie, circule avec aisance, mais Poirot perçoit une nervosité dans ses sourires. Un autre joueur, un banquier suisse nommé Herr Schmidt, mise avec une agressivité inhabituelle. Poirot fronce les sourcils. « Ce n'est pas un jeu d'argent, mais de pouvoir », murmure-t-il à Hastings. Les cartes sont distribuées et l'atmosphère s'alourdit. Un verre tombe, brisant le silence. Au troisième tour, l'inconnu gagne, une somme colossale provoquant des murmures. Poirot, qui mise modestement, observe les réactions. Madame Duval pâlit, Herr Schmidt jure en allemand et le comte semble mal à l'aise. Poirot décide d'agir. « Messieurs, mesdames, ne trouvez-vous pas curieux qu'un homme masqué domine ainsi le jeu ?» demande-t-il, sa voix claire et autoritaire. Un silence tendu suit. L'inconnu se tourne vers lui, et Poirot sent une menace dans son regard. « Monsieur Poirot, vous parlez trop », répond-il enfin, sa voix basse et rauque. Poirot sourit, imperturbable. La provocation fonctionne. À la pause, Poirot s'isole avec Hastings dans un coin du salon. « Mon ami, nous devons découvrir l'identité de cet homme avant qu'un autre drame ne survienne.
dit-il. Hastings propose de fouiller sa chambre, mais Poirot secoue la tête. Non, Hastings. La réponse est dans ses actions, pas dans ses affaires. Ils retournent à la table, où l'atmosphère est électrique. Madame Duval s'absente brièvement, et Poirot la suit discrètement. Dans un couloir sombre, il la voit parler à un homme encapuchonné. Une conspiration? Il retourne à la salle, son esprit cartographiant les alliances possibles. La partie reprend, plus intense. Un nouveau joueur, un Russe nommé Ivanov, rejoint la table. Son arrivée inattendue trouble l'équilibre. Poirot note son regard calculateur et ses manières brusques. Un autre pion dans ce jeu complexe, pense-t-il. L'inconnu imperturbable continue de gagner. À minuit, un incident éclate. R. Schmitt accuse l'inconnu de tricher. Les insultes fusent, et le comte intervient pour calmer les esprits. Poirot, silencieux, observe chaque détail. La colère révèle la vérité, Hastings, murmure-t-il. Il remarque que Madame Duval a disparu. Une alarme sonne dans son esprit. Le lendemain, Poirot interroge le personnel de l'hôtel. Madame Duval n'a pas regagné sa chambre. Inquiet, il demande à Hastings de vérifier les registres du casino. Lui-même rencontre le comte qui semble de plus en plus nerveux. Monsieur Poirot, cette affaire devient incontrôlable, admet-il. Poirot, avec sa courtoisie habituelle, le presse de révéler ce qu'il sait. Monsieur le comte, la vérité est comme un diamant, elle coupe à travers les mensonges. Le comte hésite, puis avoue que l'inconnu pourrait être lié à une organisation criminelle. Poirot hoche la tête, son esprit s'accélérant. Dans l'après-midi, Poirot explore les quais de Monte-Carlo, où les yachts scintillent sous le soleil. Il repère Madame Duval dissimulée sous un chapeau montant à bord d'un bateau. Il la suit à distance, notant le nom du yacht, l'Étoile Noire. Un nom qui résonne avec les rumeurs d'un réseau clandestin. De retour à l'hôtel, Hastings rapporte que l'inconnu a des dettes énormes, malgré ses gains. Intéressant, Hastings. Cet homme joue pour autre chose que l'argent, dit Poirot. Il décide de tendre un nouveau piège lors de la prochaine partie, convaincu que Madame Duval est la clé. La soirée au casino est marquée par une tension palpable. L'inconnu, toujours masqué, semble plus audacieux. Poirot, jouant avec prudence, engage la conversation. « Monsieur, votre masque intrigue. Est-ce pour cacher votre visage ou votre âme ?» demande-t-il. L'inconnu rit, un son froid et métallique. « Vous êtes perspicace, monsieur Poirot, mais la vérité a un prix. » Poirot sourit imperturbable. Un autre joueur s'effondre soudain, victime d'un malaise. La panique s'installe, mais Poirot reste calme, son esprit analysant la scène comme une équation. La nuit s'achève sur une note sombre. Poirot, dans sa chambre, aligne ses notes. Hastings, nous approchons du cœur du mystère, déclare-t-il. Il relie les indices. L'inconnu, Madame Duval, le comte, le yacht. Une image se forme, encore floue. Demain, mon ami, nous forcerons la main du destin, dit-il avec assurance. Alors que Monte-Carlo dort sous un ciel étoilé, Poirot ferme les yeux, son esprit toujours en mouvement, prêt à démasquer le joueur qui mise sa vie. Le soleil matinal baigne Monte-Carlo d'une lumière dorée, mais l'atmosphère reste lourde. Poirot, attablé à la terrasse de l'hôtel, savoure un café tout en examinant une carte des quais. Le yacht l'Étoile Noire est sa prochaine cible. Hastings, nous devons agir avec prudence. Ce bateau cache des secrets, déclare-t-il. Hastings, enthousiaste, propose une approche directe, mais Poirot lève une main. Mon ami, la subtilité est notre arme. Il contacte un vieil ami, l'inspecteur Giraud, pour obtenir des informations sur le yacht. En attendant, il décide d'interroger R. Schmitt, dont l'agressivité l'intrigue. Dans le salon de l'hôtel, R. Schmitt, rougeaud et nerveux, tente d'esquiver les questions. Poirot, avec sa courtoisie implacable, le met au pied du mur. « Monsieur, votre colère au casino suggère une histoire personnelle.
Parler ou je devrais tirer mes propres conclusions. Schmidt avoue avoir perdu une fortune face à l'inconnu, mais nie toute implication dans les incidents. Poirot note son regard fuyant. La vérité, monsieur, est comme une horloge. Elle finit toujours par sonner. Il quitte Schmidt, convaincu qu'il cache quelque chose. Hastings rapporte que le yacht appartient à une société obscure, basée à Gibraltar. Dans l'après-midi, Poirot se rend au quai, déguisé en touriste avec un chapeau de paille. Il observe l'Étoile Noire, où des hommes en costume sombre montent la garde. Madame Duval apparaît brièvement, discutant avec un homme barbu. Poirot prend des notes mentales, son esprit reconstituant le puzzle. De retour à l'hôtel, Giraud appelle « Le yacht est lié à un trafic d'armes ». « Intéressant », murmure Poirot. Il relie ce détail aux dettes de l'inconnu. Une hypothèse audacieuse se forme. Et si l'inconnu jouait pour rembourser une organisation criminelle? Il partage son idée avec Hastings qui reste sceptique. Le soir, une nouvelle partie est organisée. Poirot, plus déterminé que jamais, s'assoit face à l'inconnu. « Monsieur, votre jeu est impressionnant, mais vos motifs sont troubles, » dit-il, sa voix ferme. L'inconnu rit, mais son rire sonne faux. La tension monte, et Ivanov, le Russe, accuse l'inconnu d'intimider les joueurs. Une bagarre éclate, rapidement maîtrisée par la sécurité. Poirot profite du chaos pour glisser un mouchard dans le manteau d'Ivanov, espérant qu'il le mènera à des réponses. Madame Duval, absente, renforce ses... Le lendemain, Poirot suit le signal du mouchard jusqu'à un entrepôt désaffecté. Dissimulé derrière des caisses, il entend Ivanov discuter avec un homme à l'accent italien. Ils mentionnent un patron et un dernier paiement. Poirot, prudent, mémorise chaque mot. De retour à l'hôtel, il apprend que Madame Duval a été vue quittant Monte-Carlo. « Elle fuit », déclare-t-il. Il demande à Hastings de surveiller le casino, tandis qu'il rencontre le comte. « Monsieur le comte, votre silence protège des criminels. Parlez, ou je devrais agir. » Le comte, acculé, avoue que l'inconnu le manipule depuis des mois. La soirée au casino marque un tournant. Poirot, armé de nouvelles informations, défie l'inconnu. « Monsieur, votre masque ne vous protège plus. Je sais qui vous servez, » dit-il, sa voix résonnant dans la salle. L'inconnu, pour la première fois, semble ébranlé. Il quitte la table brusquement, suivi par Poirot. Dans une ruelle sombre, l'inconnu se retourne. « Vous jouez un jeu dangereux, Poirot », grogne-t-il. Poirot, imperturbable, répond « La vérité, monsieur, est mon seul enjeu. » Un coup de feu retentit, mais Poirot esquive, protégé par l'arrivée de la police. Le lendemain, l'enquête s'accélère. Madame Duval est arrêtée à Nice et ses aveux confirment les soupçons de Poirot. L'inconnu est un pion d'un réseau international. Poirot, dans sa chambre, relit les derniers indices. « Hastings, le puzzle est presque complet », déclare-t-il. Il organise une confrontation finale au casino, invitant tous les suspects. « Mesdames et messieurs, ce soir les masques tomberont », annonce-t-il. La tension est à son comble, et Poirot savoure l'instant, certain que sa méthode triomphera. L'AEU. Confrontation révèle des vérités choquantes. R. Schmidt avoue avoir tenté d'empoisonner l'inconnu par jalousie. Ivanov, un agent double, travaillait pour le réseau. Le comte, manipulé, demande pardon, mais l'inconnu reste insaisissable. Poirot, avec un sourire, révèle un détail crucial. Un tatouage aperçu sous le masque. « Monsieur, vous êtes Philippe Moreau, un homme présumé mort », déclare-t-il. La foule retient son souffle. L'inconnu tente de fuir, mais la police l'arrête. Poirot, satisfait, ajuste sa moustache. L'ordre et la méthode, toujours. Monte-Carlo retrouve son calme, et Poirot savoure une dernière soirée à l'hôtel. Hastings, ce fut une affaire fascinante, dit-il, un verre de tisane, à la main. Il rédige un rapport pour Giraud, détaillant chaque étape. Madame Duval, libérée sous condition, le remercie. Monsieur Poirot,
Vous êtes un génie, murmure-t-elle. Il incline la tête, modeste. Alors que le train les ramène à Londres, Poirot contemple la mer scintillante. La vie, Hastings, est un jeu, et moi je ne perds jamais. Le rideau tombe sur Monte-Carlo, mais Poirot sait que d'autres mystères l'attendent. De retour à l'hôtel, Poirot analyse les aveux de Madame Duval. Elle a révélé que Philippe Moreau alias l'Inconnu était son frère, présumé mort après un scandale financier. Un homme qui mise sa vie pour renaître, murmure Poirot, fasciné par la psychologie du joueur. Il demande à Hastings de vérifier les archives parisiennes pour confirmer l'histoire. Pendant ce temps, il rencontre le directeur du casino, M. Dubois, pour obtenir des registres de jeu. « Monsieur Dubois, chaque mise est une pièce du puzzle », dit-il avec assurance. Dubois, intimidé, promet de coopérer. Poirot sent que le réseau criminel est plus vaste qu'il ne l'imaginait. Dans l'après-midi, Poirot se promène dans les jardins de l'hôtel, où les roses embaument l'air. Il croise Herr Schmidt, qui semble brisé par ses aveux. « Monsieur Poirot, je ne voulais pas tuer », bredouille-t-il. Poirot, compatissant mais ferme, répond « La jalousie, monsieur, est un poison plus mortel que celui que vous avez utilisé. » Il note que Schmidt mentionne un patron mystérieux, un détail qui corrobore les écoutes à l'entrepôt. De retour à sa chambre, Hastings rapporte que Moreau était lié à un cartel avant sa mort. Poirot hoche la tête, son esprit tissant les fils du destin. Le soir, une nouvelle partie est organisée mais sans l'Inconnu. Poirot observe les joueurs restants, cherchant des indices sur le patron. Ivanov, plus discret, semble nerveux. Poirot s'approche, sa voix douce mais incisive. « Monsieur Ivanov, vos secrets pèsent lourd. Parlez et allégez votre fardeau. » Ivanov nie, mais ses yeux trahissent la peur. Poirot décide de le surveiller étroitement. Le comte, moins assuré, s'excuse auprès des joueurs pour les troubles. Poirot note son embarras, convaincu qu'il cache encore des informations. Le lendemain, Poirot reçoit un appel de Giraud. Le cartel, basé à Marseille, utilise Monte-Carlo comme plaque tournante. Moreau était leur marionnette, explique Giraud. Poirot, dans un élan d'inspiration, demande des détails sur le yacht, l'Étoile Noire. Giraud confirme qu'il sert à transporter des armes. « Merci mon ami, la vérité approche », dit Poirot. Il décide de visiter le yacht, accompagné d'Hastings et de 2 agents. Sur place, il découvre des caisses scellées, mais un garde les repère. Une course-poursuite s'engage dans les ruelles de Monte-Carlo. Poirot, malgré son âge, reste alerte, guidant Hastings à travers le labyrinthe de la vieille ville. Ils échappent aux poursuivants et retournent à l'hôtel, essoufflés. « Hastings, nous avons touché un nerf », déclare Poirot, un sourire aux lèvres. Il analyse les photos prises sur le yacht, repérant un symbole récurrent, une étoile noire. « Le signe du cartel », murmure-t-il. Il contacte Giraud pour organiser une descente. En attendant, il interroge le comte, qui avoue avoir été forcé de protéger Moreau. « Monsieur Poirot, j'avais peur », gémit-il. Poirot, impassible, note chaque détail. La soirée au casino est calme, mais Poirot sent une tempête imminente. Il s'assoit à une table de roulette observant Ivanov. « Monsieur, votre nervosité trahit vos alliances, » dit-il provocateur. Ivanov s'emporte, attirant l'attention. Poirot, satisfait, sait qu'il a semé le trouble. Plus tard, Hastings rapporte que Madame Duval a tenté de quitter le pays. Poirot, rapide, demande son arrestation. « Elle sait trop pour partir maintenant », déclare-t-il. Il prépare une nouvelle confrontation, convaincu que le patron se révélera bientôt. Le lendemain, la descente sur le yacht est un succès. La police saisit des armes et arrête plusieurs hommes. Poirot, présent, examine les documents. Trouvé ? Un nom revient. Antonio Rossi,
un Italien lié au cartel. Le patron, murmure Poirot. Il retourne à l'hôtel où Madame Duval, interrogée, avoue que Rossi était l'amant de sa sœur. Un motif personnel, Hastings, dit Poirot. Il organise une rencontre avec Rossi sous prétexte d'une négociation. Monsieur Rossi, votre empire s'effondre, déclare-t-il, sa voix résonnant avec autorité. La confrontation avec Rossi est tendue. Dans un bureau discret, l'Italien imposant et arrogant défie Poirot. Vous n'avez rien contre moi, ricane-t-il. Poirot, calme, expose les preuves, les documents, les aveux, le yacht. Rossi blêmit, mais tente de fuir. La police, prévenue, l'arrête. Poirot, satisfait, ajuste son nœud papillon. La justice, messieurs, est inéluctable, déclare-t-il. Il rédige un rapport final, détaillant le démantèlement du cartel. Monte-Carlo soupire de soulagement, et Poirot savoure sa victoire. Alors que le train ramène Poirot et Hastings à Londres, le détective contemple la mer. Hastings, chaque affaire est une leçon d'humanité, dit-il, songeur. Il range ses notes, son esprit déjà tourné vers de nouveaux mystères. À Monte-Carlo, les casinos scintillent, mais l'ombre du cartel s'est dissipée. Poirot, fidèle à sa méthode, sait que l'ordre triomphe toujours. De retour à Londres, Poirot reçoit une lettre de Madame Duval, désormais libre. Elle le remercie et révèle un dernier secret. Moreau avait un journal caché à Paris. Hastings, nous devons explorer cette piste, déclare Poirot, son intérêt ravivé. Il organise un voyage à Paris où les rues pavées et les cafés animés contrastent avec l'opulence de Monte-Carlo. Dans un appartement poussiéreux du Marais, il trouve le journal rempli de notes cryptiques. Poirot, fasciné, déchiffre les premières lignes. Cet homme vivait dans l'ombre de ses propres mensonges, murmure-t-il. Le journal révèle que Moreau était manipulé par Rossi depuis des années, forcé de jouer pour rembourser des dettes familiales. Poirot, songeur, relie ce détail aux aveux de Madame Duval. La famille, Hastings, est à la fois une force et une faiblesse, dit-il. Il contacte Giraud qui confirme que Rossi est en prison, mais ses complices restent actifs. Poirot décide d'explorer les anciens associés de Moreau, convaincu qu'ils détiennent des réponses. Il visite un vieux café, où un ancien complice, Pierre Lefebvre, accepte de parler. « Monsieur Poirot, Moreau était un pion comme nous tous », avoue-t-il. Dans l'après-midi, Poirot se promène le long de la Seine, analysant les nouvelles informations. Le journal mentionne une dette éternelle, un terme qui intrigue Poirot. Hastings, ceci n'est pas une question d'argent mais de pouvoir, déclare-t-il. Il rencontre une vieille amie, la comtesse Vera Rossova, qui connaissait Moreau. Avec sa courtoisie habituelle, Poirot la questionne. « Madame, les échos du passé résonnent encore. Que savez-vous » La comtesse, hésitante, avoue que Moreau était impliqué dans un complot politique. Poirot fronce les sourcils, sentant un mystère plus profond. Le soir, Poirot dîne dans un restaurant élégant où il croise un homme nerveux, un certain monsieur Blanchard. Ses manières agitées attirent l'attention du détective. « Monsieur, votre anxiété suggère une histoire non dite », dit Poirot provocateur. Blanchard, mal à l'aise, admet avoir travaillé pour Rossi. Il révèle qu'un dernier complot est en cours visant à libérer Rossi. Poirot, alerte, contacte Giraud. « Mon ami, le passé refuse de mourir », déclare-t-il. Il décide de tendre un piège à Paris, utilisant Blanchard comme appât. Le lendemain, Poirot suit Blanchard jusqu'à un entrepôt abandonné. Dissimulé, il observe une réunion de complices. Ils discutent d'un plan pour faire évader Rossi. Poirot, prudent, enregistre la conversation. « Hastings, nous devons agir vite », murmure-t-il. Il informe Giraud, qui organise une descente. Les complices sont arrêtés mais un homme s'échappe. Poirot, frustré, analyse les indices laissés sur place. Une carte mentionne Lisbonne, une nouvelle piste.
Le jeu continue, Hastings, déclare-t-il déterminé. À l'hôtel, Poirot relit le journal de Moreau, cherchant des indices sur Lisbonne. Une phrase retient son attention. L'étoile noire brille au sud. Il relie ce détail au yacht et au cartel. Hastings, nous partons pour Lisbonne, annonce-t-il. Avant de quitter Paris, il rencontre la comtesse Rossova qui lui remet une lettre de Moreau, jamais envoyée. Elle parle d'un trésor caché, la vraie raison des dettes. Poirot, fasciné, voit le puzzle s'agrandir. La vérité, mon ami, est un trésor en soi, dit-il. Le voyage à Lisbonne est marqué par une tension croissante. Poirot, dans le train, analyse la lettre. Moreau cherchait la rédemption, mais il a trouvé la mort, murmure-t-il. À leur arrivée, ils explorent les ruelles de l'Alfama, où les maisons colorées cachent des secrets. Poirot rencontre un contact, un marin nommé João qui connaissait le cartel. « Monsieur, l'étoile noire est une légende ici », explique João. Poirot, intrigué, demande des détails. João mentionne une crypte où un trésor serait caché. Poirot sent que la fin approche. La nuit, Poirot et Hastings explorent la crypte, une structure ancienne sous une église. L'atmosphère est oppressante, mais Poirot reste calme. Ils découvrent une boîte scellée ornée d'une étoile noire. À l'intérieur, des documents et des bijoux, la fortune de Moreau. Hastings, voici ce qui a coûté tant de vies, déclare Poirot. Un bruit les interrompt, l'homme échappé de Paris les a suivis. Une lutte s'engage, mais Poirot, aidé par Hastings, neutralise l'intrus. La justice, monsieur, est plus forte que la cupidité, dit-il essoufflé. De retour à Londres, Poirot remet les documents à Giraud qui démantèle les derniers réseaux du cartel. Le trésor est restitué aux autorités et Madame Duval reçoit une part pour reconstruire sa vie. Poirot, dans son salon, savoure une tisane. Hastings, cette affaire nous rappelle que l'homme mise toujours plus que son argent, dit-il songeur. Il range le journal de Moreau, un dernier écho du passé. Alors que la pluie tombe sur Londres, Poirot sourit, prêt pour le prochain mystère. À Londres, Poirot reçoit une visite inattendue. La comtesse Rossova, arrivée de Paris. Elle apporte une nouvelle troublante. Un ancien allié de Rossi, connu sous le nom de l'Ombre, menace de venger le cartel. « Monsieur Poirot, votre victoire a un prix », dit-elle inquiète. Poirot, imperturbable, l'écoute attentivement. « Madame, la vérité attire toujours des ennemis », répond-il avec un sourire. Il demande à Hastings de surveiller les journaux pour repérer des indices sur l'Ombre. Pendant ce temps, il contacte Scotland Yard pour renforcer sa sécurité. Le jeu, loin d'être terminé, prend une tournure personnelle. Dans son salon, Poirot relit les documents du trésor. Une note mentionne l'Ombre comme un exécuteur, un homme sans visage. Hastings, cet homme est un fantôme, mais même les fantômes laissent des traces, déclare-t-il. Il décide de retourner à Monte-Carlo où l'Ombre pourrait se cacher. Le voyage en train est calme, mais Poirot reste vigilant, ses yeux scrutant chaque passager. À l'arrivée, l'hôtel de Paris semble inchangé, mais une tension subtile flotte dans l'air. Poirot rencontre Monsieur Dubois, qui semble terrifié. « Monsieur Poirot, des rumeurs parlent d'un tueur », murmure-t-il. Le soir, au casino, Poirot observe les habitués. Un homme discret vêtu de noir attire son attention. Ses mouvements sont trop précis, trop calculés. « Hastings, voici peut-être notre ombre », murmure Poirot. Il suit l'homme jusqu'à une terrasse isolée où une conversation tendue a lieu. L'homme, sentant sa présence, disparaît dans la foule. Poirot, frustré, note son apparence. Grand, mince, une cicatrice sur la main. Un détail, Hastings, peut renverser un empire, déclare-t-il. Il demande à Giraud de vérifier les dossiers criminels pour une correspondance. Le lendemain, Poirot explore les archives du casino, cherchant des traces de l'Ombre. Un vieux registre mentionne un joueur mystérieux, apparu peu après l'arrestation de Rossi. La vengeance prend du temps,
murmure Poirot. Il croise Madame Duval, revenue à Monte-Carlo pour affaires. Elle semble nerveuse mais n'y connaître l'ombre. Poirot, avec sa courtoisie habituelle, la pousse à parler. « Madame, votre silence protège un monstre. Parlez, pour votre frère. » Elle avoue avoir reçu une menace signée d'une étoile noire. Poirot, alerté, renforce son plan. Dans l'après-midi, Poirot tend un piège. Il répand une rumeur selon laquelle il possède un document compromettant sur l'ombre. Ce soir-là, au casino, il sent un regard pesant. L'homme à la cicatrice réapparaît, plus audacieux. Poirot, jouant à la roulette, l'attire dans un salon privé. « Monsieur, votre jeu est terminé », déclare-t-il, sa voix ferme. L'homme, furieux, brandit un couteau, mais Hastings, caché, intervient. L'ombre est maîtrisée, et Poirot révèle son identité. Marco Vieri, un tueur à gages lié à Rossi. « La justice, monsieur, est ma victoire », dit-il. La police arrête Vieri, et Poirot savoure un moment de répit. Il rencontre Madame Duval qui le remercie avec larmes. « Monsieur Poirot, vous avez sauvé ma famille », dit-elle. Il incline la tête, modeste. De retour à l'hôtel, il rédige un rapport final pour Giraud, détaillant l'arrestation de l'ombre. Hastings, chaque vérité a un prix, mais il vaut la peine d'être payé, déclare-t-il. Il ajuste sa moustache, satisfait. Monte-Carlo, libéré de ses ombres, le lendemain, Poirot reçoit une lettre anonyme. « Vous avez gagné, mais d'autres viendront. » Loin d'être intimidé, il sourit. « Hastings, le monde est plein de mystères. Et moi, je suis prêt, » dit-il. Il range la lettre, un défi pour l'avenir. Dans son salon londonien, il savoure une tisane, son esprit déjà en quête de la prochaine énigme. « La vie, mon ami, est un jeu sans fin, » murmure-t-il. Le rideau tombe, mais Poirot reste vigilant. À Londres, l'automne enveloppe la ville d'un brouillard épais. Poirot, dans son salon, reçoit un appel de Giraud. Un nouveau complot lié au cartel émerge à Venise. « Monsieur Poirot, votre expertise est requise, » dit Giraud. Poirot, intrigué, accepte. « Hastings, préparez vos valises. Venise nous appelle, » déclare-t-il. Le voyage en train est marqué par une tension croissante. Poirot relit ses notes sur le cartel, cherchant des indices sur ce nouveau danger. Une phrase du journal de Moreau résonne. « Les canaux cachent des vérités. À Venise, les gondoles glissent sur les eaux sombres et les palais anciens semblent murmurer des secrets. » Poirot s'installe à l'hôtel d'Agnelli, où l'opulence rivalise avec Monte-Carlo. Il rencontre un contact, le comte Lorenzo, un noble local. « Monsieur Poirot, un homme nommé Il Fantasma trouble nos cercles », inexplique Lorenzo. Poirot, attentif, note les similitudes avec l'inconnu. « Un autre joueur, Hastings », murmure-t-il. Il décide d'explorer les casinos vénitiens, où Il Fantasma, masqué comme Moreau, domine les tables. La chasse recommence, le son. Soir au Casino di Venezia, l'atmosphère est électrique. Poirot, en smoking, observe Il Fantasma. Ses gestes, précis et arrogants, rappellent Moreau. Cet homme connaît le jeu du cartel, pense Poirot. Il s'approche, sa voix claire. « Monsieur, votre masque est un défi. Permettez-moi de le relever. » Il Fantasma rit, mais ses yeux trahissent une méfiance. Hastings, nerveux, surveille la foule. Une femme élégante et voilée attire l'attention de Poirot. « Une autre, Madame Duval ?» murmure-t-il. Il décide de la suivre après la partie. La nuit, Venise dort, mais Poirot explore les canaux. Il suit la femme voilée jusqu'à un palazzo délabré. Dissimulé, il entend une conversation. Elle parle d'un trésor perdu et d'Il Fantasma. Poirot, prudent, note chaque détail. De retour à l'hôtel, il analyse les indices. « Hastings, ce trésor est la clé », déclare-t-il.
Il contacte Giraud qui confirme que le cartel cherchait une relique vénitienne, volée par Moreau. Poirot, fasciné, voit le puzzle s'agrandir. La cupidité, mon ami, est un moteur éternel, dit-il. Le lendemain, Poirot interroge le comte Lorenzo. « Monsieur, parlez-moi de cette relique », demande-t-il, sa voix ferme. Lorenzo, hésitant, avoue que la relique, une couronne ancienne, est liée à une société secrète. Poirot, intrigué, demande des détails. Lorenzo mentionne un monastère où des indices pourraient subsister. Poirot et Hastings visitent le monastère, une structure austère sur une île isolée. Ils découvrent des archives mentionnant Il Fantasma comme un descendant des gardiens de la couronne. Un héritage de crime, murmure Poirot. Le soir, une nouvelle partie au casino est tendue. Il Fantasma, plus audacieux, défie Poirot directement. « Monsieur Poirot, vous cherchez ce qui ne vous appartient pas, » dit-il, sa voix rauque. Poirot, imperturbable, répond « La vérité, monsieur, appartient à tous. » Un incident éclate. Un joueur, accusant Il Fantasma de tricher, est expulsé. Poirot note la panique dans les yeux de la femme voilée. Il la suit à nouveau, mais elle disparaît dans les ruelles. « Hastings, nous devons être plus rapides, » déclare-t-il frustré. Le lendemain, Poirot tend un piège. Il répand une rumeur sur la couronne, espérant attirer Il Fantasma. Dans un théâtre abandonné, il organise une rencontre. « Monsieur, votre jeu est terminé », déclare-t-il, face à Il Fantasma. L'homme, furieux, tente de fuir, mais la police, prévenue, l'arrête. La femme voilée, révélée comme sa sœur, avoue tout. La couronne était un symbole de pouvoir pour le cartel. Poirot, satisfait, remet la relique aux autorités. La justice, mesdames et messieurs, triomphe toujours, dit-il. De retour, à l'hôtel, Poirot savoure un moment de calme. Hastings, Venise nous a appris que le passé ne dort jamais, déclare-t-il. Il rédige un rapport pour Giraud, détaillant l'affaire. La femme voilée, libérée, le remercie. Monsieur Poirot, vous êtes un ange, murmure-t-elle. Il incline la tête, modeste. Alors que les canaux scintillent sous la lune, Poirot contemple l'horizon. La vie, mon ami, est un mystère, sans fin, dit-il. Le rideau tombe, mais l'aventure continue. À Londres, une lettre anonyme trouble la quiétude de Poirot. La couronne n'était que le début. Vous paierez, Poirot. Signée d'une étoile noire, elle ravive ses soupçons. Hastings, le cartel n'est pas mort, déclare-t-il, son ton grave. Il contacte Giraud qui confirme qu'un nouveau leader, connu sous le nom de La Flamme, a repris les rênes. Poirot, déterminé, décide de traquer ce nouvel ennemi. La vengeance, mon ami, est une flamme qui consume tout, murmure-t-il. Il organise un voyage à Marseille, le cœur du cartel. À Marseille, le port vibre d'une énergie brute. Poirot, installé dans un hôtel modeste, rencontre un informateur, un docker nommé Marcel. « Monsieur Poirot, la flamme est partout, et nulle part », explique Marcel nerveux. Poirot, attentif, demande des détails. Marcel mentionne un entrepôt où des réunions secrètes ont lieu. Poirot et Hastings, déguisés en ouvriers, explorent le port. L'entrepôt, gardé par des hommes armés, semble impénétrable. Hastings, nous devons être des ombres, murmure Poirot. Ils attendent la nuit pour agir. Sous un ciel étoilé, Poirot et Hastings s'infiltrent dans l'entrepôt. Ils découvrent des caisses d'armes et des documents, signés par la flamme. Poirot, prudent, photographie les preuves. Un bruit les alerte. Un garde approche. Il se cache, le cœur battant. Une fois le danger passé, Poirot analyse les documents. Hastings, la flamme planifie une attaque à Londres, murmure-t-il horrifié. Il contacte Scotland Yard, demandant une surveillance accrue. La justice, mon ami, doit être rapide, déclare-t-il. Le lendemain,
Poirot interroge Marcel, qui avoue avoir vu la flamme, une femme aux cheveux roux. Une femme, intéressant, murmure Poirot. Il relie ce détail à une rumeur entendue à Venise sur une héritière du cartel. Il rencontre une vieille connaissance, Madame Lefebvre, une ancienne contrebandière. « Monsieur Poirot, les femmes du cartel sont les plus dangereuses, dit-elle. Elle mentionne une certaine Isabella, une figure montante. Poirot, fasciné, voit le puzzle s'éclaircir. « La flamme est Isabella, déclare-t-il. Le soir, Poirot tente un piège. Il répand une rumeur sur un faux trésor attirant la flamme dans un bar du port. Isabella, élégante et froide, apparaît. « Monsieur Poirot, vous êtes tenace, dit-elle, un sourire aux lèvres. Poirot, imperturbable, répond « Madame, votre flamme s'éteindra ce soir. » Une bagarre éclate mais la police prévenue arrête Isabella. Les documents saisis confirment ses plans. Poirot, satisfait, ajuste son nœud papillon. « La justice, madame, brûle plus fort que la vengeance, » déclare-t-il. De retour à l'hôtel, Poirot analyse les dernières preuves. Hastings, cette affaire nous a conduits aux limites de l'humanité, dit-il songeur. Il rédige un rapport pour Giraud, détaillant l'arrestation d'Isabella. Marcel, reconnaissant, le remercie. Monsieur Poirot, vous avez sauvé Marseille, murmure-t-il. Poirot incline la tête modeste. Alors que le port s'endort, il contemple la mer. La vie, mon ami, est une bataille sans fin, dit-il. Le rideau tombe, mais Poirot reste alerte. À Londres, Poirot savoure un moment de calme. L'arrestation d'Isabella a démantelé le cartel, mais il reste prudent. Hastings, les cendres peuvent cacher des braises, déclare-t-il. Une lettre de Madame Duval arrive, annonçant son mariage. Monsieur Poirot, votre justice m'a redonné espoir, écrit-elle. Poirot sourit, touché. Il décide de clore l'affaire en visitant Paris, où le journal de Moreau est exposé dans un musée. Un symbole de rédemption, murmure-t-il. À Paris, le musée est bondé, mais Poirot se concentre sur le journal. Une note, jusque-là ignorée, mentionne un dernier complice, un homme nommé Victor. Hastings, le passé n'a pas fini de parler, déclare-t-il. Il contacte Giraud qui localise Victor à Genève. Poirot, déterminé, organise un voyage. À Genève, les Alpes scintillent, mais l'atmosphère est tendue. Victor, un banquier discret, nie tout lien avec le cartel. Poirot, avec sa courtoisie, implacable, le pousse à avouer. « Monsieur, la vérité est un miroir. Regardez-y. » Victor, acculé, révèle qu'il blanchissait l'argent du cartel. « Monsieur Poirot, j'étais piégé, » gémit-il. Poirot, impassible, note chaque détail. Il remet Victor à la police suisse qui saisit ses comptes. « La justice, monsieur, est un compte équilibré, » déclare-t-il. De retour à l'hôtel, Hastings s'émerveille de la précision de Poirot. « Vous êtes un génie, Poirot », s'exclame-t-il. Poirot, modeste, répond « Non, mon ami, je suis l'ordre et la méthode. » Le lendemain, Poirot reçoit une médaille de Giraud pour service rendu. « Monsieur Poirot, vous êtes une légende, » dit Giraud. Poirot incline la tête, honoré. Il visite Madame Duval, désormais heureuse. « Monsieur Poirot, vous avez changé ma vie, » murmure-t-elle. Il sourit, ému. De retour à Londres, il savoure une tisane, ses notes rangées. « Hastings, chaque affaire est une leçon, » déclare-t-il. La pluie tombe, mais Poirot est en paix, prêt pour le prochain. Dans son salon londonien, Poirot reçoit une invitation pour Monte-Carlo, où un gala célèbre la fin du cartel. « Hastings, un dernier voyage, » déclare-t-il, amusé. À Monte-Carlo, l'hôtel de Paris brille de 1000 feux. Poirot, en smoking, est accueilli par le comte de Valran. « Monsieur Poirot, vous êtes notre héros, » dit-il. Poirot, modeste, incline la tête. Il croise Madame Duval, radieuse, et Monsieur Dubois, reconnaissant. « Monsieur Poirot,
Vous avez sauvé notre honneur, murmure Dubois. Le gala est somptueux, mais Poirot reste vigilant. Une rumeur mentionne un dernier complice tapi dans l'ombre. Hastings, le crime ne dort jamais, murmure-t-il. Il observe la foule, cherchant un visage suspect. Un homme, discret mais nerveux, attire son attention. Poirot s'approche, sa voix claire. « Monsieur, votre anxiété trahit un secret. Parlez. » L'homme, un ancien allié de Rossi, avoue un dernier complot, vite neutralisé par la police. Poirot, satisfait, ajuste sa moustache. La soirée s'achève sur une note triomphale. Poirot, au centre de l'attention, prononce un discours. « Mesdames et messieurs, la vérité est notre héritage. Protégez-la, déclare-t-il, sa voix résonnant. La foule applaudit et Poirot savoure l'instant. De retour à l'hôtel, il rédige une dernière note sur l'affaire. « Hastings, cette histoire est close mais d'autres nous attendent, dit-il. Il contemple la mer, un sourire aux lèvres. La vie, mon ami, est un mystère éternel. » Le lendemain, Poirot et Hastings rentrent à Londres. Dans le train, Poirot relit ses notes, satisfait. Chaque détail, Hastings a trouvé sa place, déclare-t-il. À Londres, son salon l'accueille, inchangé. Il range ses dossiers, prêt pour de nouveaux défis. La justice, mon ami, est ma passion, murmure-t-il. Alors que la ville s'endort, Poirot ferme les yeux, son esprit toujours en mouvement. Le rideau tombe, mais l'héritage de Poirot perdure.